Il faudrait que l'acteur politique comprenne qu'un militant se battra pour le régime. Un citoyen se battra pour la patrie. Il y a de la noblesse dans la défense de la patrie. Parce que c'est pas normal que quand on n'est plus au pouvoir, on devienne moins patriotique. C'est aussi parce que nous n'avons pas réussi à faire du Congo une patrie qui séduit. Que le patriotisme, c'est quoi? C'est aussi la réponse à la séduction que je subis de la patrie. Il faudrait que la patrie me séduise, que la patrie me pousse à la placer en priorité dans tout ce que je fais, dans tout ce que je pense. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce tout premier numéro de votre magazine Ici et Maintenant. Je suis Ciara Wabilinda et je vais vous accompagner durant tous les numéros de ce nouveau magazine sur GM RTV. Et pour ce premier numéro, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau un docteur, un professeur, un pasteur. Il est également expert en géopolitique et géostratégie. Il s'agit du docteur Silas Memile Makangu. Bonjour, docteur. Bonjour, madame Ciara. Aujourd'hui, dans quelle casquette voudriez-vous qu'on vous reçoive dans ce tout premier numéro de Ici Maintenant? Vous nous avez fait le plaisir d'être notre tout premier invité. Ben écoutez, je commencerai d'abord par vous dire un grand merci. Je me sens plus que flatté, honoré du fait d'être le tout premier invité de ce nouveau plateau, cette émission. Et au-delà du fait d'être un privilège, je considère cela aussi comme étant une lourde de responsabilité. Tout premier numéro, je voudrais ainsi que Dieu nous aide, que ces premiers numéros soient les standards les plus bas que nous imposerons, vous imposerez à vos divers invités pour qu'ils fassent mieux que nous. Alors, la casquette que je voudrais avoir aujourd'hui, c'est celle de l'expert en géopolitique et en géostratégie, d'autant plus que c'est autour de quoi nous allons échanger touche à la nation, à la politique internationale, à la sécurité et à la stratégie. Et d'entrée de jeu, quelles sont les questions ou quelle est la question fondamentale que doit se poser la République démocratique du Congo qui est agressée par le Rwanda et d'autres voisins depuis 30 ans pour justement cerner les causes profondes du problème? Écoutez, madame, il faudrait réfléchir autrement, même dans le sens contraire que prennent la plupart de nos compatriotes, pour comprendre que le fait d'être exploité, d'être victime de ces différentes agressions qui ont plusieurs épisodes et plusieurs saisons ne doit pas être considéré comme étant un drame. Nous ne sommes pas le tout premier pays à avoir été agressé. La Chine a été agressée par le Japon, la Corée du Sud a été colonisée pendant un bon moment, la France a connu l'agression et même l'occupation. C'est pour dire que cela peut arriver. Mais la persistance de cette crise, sa résurgence sous plusieurs formes, avec de nouveaux acteurs, mais néanmoins avec la même mémoire derrière, témoigne que la République démocratique du Congo, victime de ces différentes agressions, ne s'est jamais posé de bonnes questions. Il y a deux questions auxquelles nous devons faire face. La première question, c'est la question que tout le monde voudrait poser, c'est la question du pourquoi. Pourquoi nous sommes agressés. Et lorsque nous posons la question du pourquoi, nous voulons voir quelles ont été les motivations de l'ennemi. Qu'est-ce qui l'ont poussé à nous attaquer? Est-ce que c'est pour nous minérer? Est-ce que c'est ceci? Et là, malheureusement, vous vous rendez encore compte que nous sommes dans le faux. Nous sommes dans le faux parce que, à un moment donné, nous disons que l'ennemi nous attaque, nous agresse à cause de nos minéraux. Mais quand l'ennemi lui-même prend parole, il dit que ce n'est pas à cause du minerai, c'est à cause des ambitions territoriales, ainsi de suite. Les FDLR qui... voilà, entre autres, il faut poursuivre. Pourquoi? Parce que, en stratégie, vous n'avez pas besoin que l'ennemi vous donne ses véritables motivations. Celui qui vous vole le téléphone
vous n'avez pas à savoir pourquoi il vous l'a volé. Est-ce qu'il a un enfant à l'hôpital? Est-ce qu'il c'est un voleur? Est-ce qu'il a besoin des données qui se trouvent dans votre téléphone? Ou bien c'est juste un voleur anodin qui va aller vendre au rond-point Victoire, ainsi de suite. La véritable question qu'un État devrait se poser, un État stratège bien sûr, un État intelligent, c'est comment est-ce que l'ennemi parvient à nous agresser et à maintenir cette hégémonie sur nous pendant plus de 30 ans. La question du comment vous permet de faire un véritable diagnostic, non pas des motivations de l'ennemi, mais plutôt de vos fragilités. Pourquoi? Parce que les États sont des portes qui ne s'ouvrent que de l'intérieur et jamais de l'extérieur. C'est-à-dire, quand il y a une agression, quand il y a une ingérence dans un État qui viole sa souveraineté, cela suppose, madame, qui quelque part, dans sa gouvernance, dans sa façon de conduire, dans son leadership, ou encore dans sa perspective culturelle, cet État a ouvert des brèches, ou encore a été prédisposé à être exploité ou envahi. Pour rejoindre un peu ce que disait le savant Mabika Kalanda dans son ouvrage qui a été un best-seller, qui est la plupart des intellectuels des années 60 et 70 ont lu, la remise en question, où il disait que nous avions été colonisés parce que nous étions colonisables. Voyez-vous? Parce que il y a des peuples qu'on a tenté de coloniser, mais qui ne se sont pas laissés coloniser. Donc, si nous sommes agressés aujourd'hui, c'est parce que nous sommes agressables. Si nous sommes envahis aujourd'hui, c'est parce que nous sommes envahissables. Là n'est pas le drame. Et dire les choses de cette façon n'est pas une approche antipatriotique, mais beaucoup plus stratégique et même intelligente, dans la mesure où considérer les choses sous cet angle nous permet de ne pas seulement finir avec l'agression rwandaise, qui a commis qui a été à la base de plusieurs atrocités, mais ça nous permet aussi de pouvoir anticiper pour que demain ce ne soit pas la Tanzanie, que ce ne soit pas l'Ouganda et même l'Angola qui puissent s'aventurer à réitérer ce que le Rwanda a fait sur le sol congolais. Le Rwanda ne nous agresse-t-il pas déjà? C'est justement comme ça que je pose c'est comme ça que je dis, nous ne nous posons pas de vraies questions. Déjà dès le départ, nous ne savons pas savoir comment est-ce que l'ennemi nous attaque, quels sont les atouts dont il dispose, quelles sont les ressources qu'il a à sa disposition, qui sont ses complices internes et externes. Quand nous nous posons ces questions, nous comprendrons par exemple que l'Ouganda et le Rwanda ne font qu'un même binôme. Ce sont deux faces d'une même pièce. Mais malheureusement, pour des raisons que j'ignore moi, la classe politique congolaise a décidé de ne voir que le Rwanda et de béatifier l'Ouganda qui, par contre, constitue une grande menace, d'autant plus que lorsque nous regardons les débuts, les premières troupes rwandaises qui ont eu à venir sur le sol congolais pour cette crise ici, ils sont passés par Bunagana, qui est une frontière avec l'Ouganda et non pas avec le Rwanda. La difficulté d'identifier l'ennemi, ses méthodes, ses complices, fera à ce que cette guerre, si jamais elle est résolue, qu'elle ne soit résolue qu'en partie. Et la deuxième partie serait une menace latente que nous allons garder chez nous. Et aujourd'hui, vous pensez que les principaux défis de la RDC sont liés à la gouvernance ou à l'ingérence, à votre avis? Ben écoutez, comme je l'ai dit, les États ont des portes qui ne s'ouvrent que de l'intérieur et jamais de l'extérieur. C'est-à-dire la force d'un État, c'est avant tout ce qu'il est à l'intérieur. La puissance pour un État, ça s'exporte. Un État ne peut pas être un lézard dans sa maison et donner l'impression qu'il est un crocodile ou un caïman à l'extérieur. C'est-à-dire, il faudrait qu'un État parvienne d'abord à se consolider en interne. Et cette consolidation passe par une bonne gouvernance. Une gouvernance avec un certain degré d'éthique, une gouvernance qui favorise d'abord l'intérêt national, qui prêche la distribution équitable autour de la cagnotte nationale, une gouvernance qui pousse la population à s'approprier de son destin, qui pousse la population à ne pas être en attente de ce que les gouvernants font, mais plutôt à s'associer aux côtés du gouvernant pour faire avancer la République. Vous êtes, je rappelle que vous êtes expert en géopolitique et géostratégie. C'est d'ailleurs autour de ces questions que va tourner notre émission. Docteur Silas Mimile Makambo, aujourd'hui, quel est l'impact des conflits persistants à l'est de l'RDC, parce que ça fait 30 ans que cela dure, sur justement la stabilité
régional des Grands Lacs? Le plus grand impact, madame, est d'abord d'ordre humanitaire. Au-delà des millions de morts que nous comptons depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui, il faudrait dire qu'aujourd'hui, le Congo bat les records. Il bat les records parce que nous sommes le pays ayant le plus grand nombre de réfugiés ou de déplacés internes. Entre 70 000 au Burundi. Non, 7 millions. 7 millions de Congolais qui sont loin de leur domicile habituel, ce qui constitue une énorme bombe à retardement. Et lorsque vous regardez les conditions dans lesquelles vivent ces populations, ils sont exposés, ils sont vulnérables à des maladies, à des épidémies et ainsi de suite. Du point de vue sécuritaire, cette crise a fait à ce que la RDC se présente aujourd'hui comme un champ où pullulent de groupes armés, que le nombre aujourd'hui a plus de 266 groupes armés qui sont en train de sévir dans la partie orientale et même occidentale, parce qu'il faut aussi citer le Mobondo, ici au Bandundu, à Kwamut. Et autre impact, c'est du point de vue économique, parce que la guerre est une entreprise, la guerre est une machine qui broie l'argent, ce qui fait que quelquefois pour des États qui ne se sont pas préparés, qui ont un management approximatif, la guerre empêche à ces États de pouvoir connaître un véritable développement. Donc aujourd'hui, avec la guerre, il est tout à fait normal qu'une bonne partie du budget national soit orientée vers la guerre, alors que cet argent pouvait être orienté vers beaucoup d'autres initiatives pouvant aider la République à avancer. Un autre impact négatif, c'est que du point de vue de la géopolitique, du point de vue de l'image du Congo, nous avons laissé se dissoudre un aspect de notre puissance qu'on appelle le smart power, c'est-à-dire en termes de réputation. Nous sommes aujourd'hui réputés comme un État faible, un État incapable de pouvoir tenir face à un État voisin dont la population est de loin inférieure, dont le territoire est très minime par rapport à la dimension continentale qu'est la République démocratique du Congo. Cela donne au monde l'image d'un éléphant malade, incapable de se tenir debout et qui tremble devant un lièvre. Mais il faudrait aussi dire qu'en géopolitique, la taille, la démographie, la population, certes, est une puissance, mais c'est un potentiel qu'il faut mettre à profit, que nous n'avons pas malheureusement mis à profit. Justement, comment la RDC peut-elle mettre ce potentiel à son propre profit? Comment la République démocratique du Congo aujourd'hui peut faire de son économie une véritable puissance régionale? Madame, la RDC a la chance, la grâce, si je peux parler en chrétien, en homme d'église, elle a la grâce d'avoir ce dont le monde a besoin pour son avenir, pour son futur. Ceci, c'est à la fois une aubaine, mais aussi un danger, d'autant plus que l'on ne sait pas comment est-ce que le monde viendra le prendre chez nous. Est-ce que ça sera au moyen d'un deal ou encore par les pillages? Parce qu'ici, il faut rappeler que les États étant amoraux, la géopolitique, la politique internationale étant amorale, nous avons l'intérêt pour nous de mettre en place une intelligence économique. L'intelligence économique qui nous fait comprendre que le monde ne peut pas vivre sans nos ressources, le lithium, le cobalt et autres, qui aujourd'hui sont réputés comme étant des ressources stratégiques au regard de leur rareté, mais aussi au regard de leur usage dans la robotique, dans l'aéronautique, et ainsi de suite. D'où la RDC devrait non pas seulement être l'État qui dispose de ces ressources, mais la RDC devrait aussi développer une intelligence pour pouvoir profiter de ces ressources. Et pour ça, il faut partir de cette géopolitique qui nous a caractérisés pendant plusieurs années, ce que j'appelle la géopolitique de l'intendance. C'est-à-dire, la RDC s'est comportée en gardien, en sentinelle des ressources dont il ne sait pas lui-même utiliser et qui doit servir aux autres lorsqu'ils en ont besoin. Soit ils viennent les prendre de force, soit ils les prennent, mais par une sorte de bradage, parce que les accords sont
fortement déséquilibrés, ils sont presque millionnaires. Soit on leur sert, soit on leur sert. Pourquoi on leur sert? Parce que nous n'avons pas suffisamment de moyens. Quand je parle de moyens ici, ce sont d'abord des moyens intellectuels. Pourquoi? Parce que on reconnaît un peuple intelligent dans sa capacité à identifier les ressources, à maîtriser son territoire, à être capable d'extraire ces ressources et de les transformer sur son territoire, de les consommer et d'exporter le surplus. C'est-à-dire, chaque État doit apprendre à se développer grâce à ses ressources. Le Qatar s'est développé grâce à son pétrole. L'Irak de Saddam Hussein, la Libye de Kadhafi se sont développés grâce à leurs ressources. Voyez-vous, la Côte d'Ivoire, le Ghana ont profité du cacao. Mais la question qu'il faille se poser ici, madame, pourquoi le Congo peut disposer des ressources pour lesquelles pourquoi le Congo n'a pas d'intelligence des ressources qu'il dispose? Il y a une sorte d'inadéquation. C'est comme si on nous a dit que ces ressources ne nous appartenaient pas. Nous n'étions là que comme gérants, d'où je fustige cette géopolitique de l'intendance. Donc, il faudrait que la RDC mette en place un système économique pour pouvoir travailler ces ressources, les extraire, les transformer. Parce que c'est quand même aberrant qu'en plein 21e siècle, que nous soyons l'un des rares États qui laissent les ressources sortir à l'état brut. Lorsque les ressources quittent le territoire national à l'état brut, cela suppose des choses. Soit on a affaire à un peuple paresseux qui pense ne pas avoir assez d'énergie pour transformer sa ressource, soit on a affaire à un peuple ignorant et qui se conforte dans son ignorance. Et puisque la vie dans la sphère internationale mondiale, c'est une jungle, le fort domine les faibles, eh bien, nous continuerons à être victimes de ces choses que nous sommes à la fois en train de déplorer, mais que nous ne savons pas aussi transformer. Mesdames et messieurs, dans Ici et Maintenant, aujourd'hui, je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau le docteur professeur Silas Makangu. Ensemble, nous discutons sur toutes les questions de l'actualité liées à la géopolitique et géostratégie. Docteur Silas Makangu, ça fait plus de 30 ans qu'on est agressé. Est-ce que nous devrions, à votre avis, continuer à placer notre foi en la communauté internationale entre Donald Trump, le président américain, qui revendique avoir terminé cette longue guerre, entre l'accord de Washington signé avec le Rwanda qui, à votre avis, ne va pas dans le sens ou dans l'intérêt de la RDC. Que pensez-vous de tout cela? L'une des grandes erreurs qu'a commise la République démocratique du Congo depuis son accession à la souveraineté internationale, c'est d'avoir placé une foi naïve en cette nébuleuse, cette fiction qu'on appelle la communauté internationale. C'est une fiction. C'est une véritable fiction, parce que elle n'est là que pour ses propres intérêts. Voyez-vous, c'est une fiction parce que c'est un club de quelques 5 ou 6 États puissants qui veut décider du sort du monde. Or, cette crise que la République démocratique du Congo est en train de subir aujourd'hui n'est pas un accident ou un hasard. Cette crise a été pensée, elle a été élaborée, des moyens ont été mis à la disposition des acteurs. C'est-à-dire, il y a des initiateurs ou des instigateurs, il y a des acteurs, et puis le Rwanda, et puis il y a de la sous-traitance, les Congolais et d'autres groupes armés qu'on peut utiliser. Alors, on sait que la communauté internationale puisse s'asseoir et mettre fin à la crise, comme Donald Trump est en train de les réclamer, matin, midi et soir, c'est quelque part méconnaître la fonctionnalité, mais encore le fonctionnement de cette communauté internationale. Je vais vous dire une vérité. Ces États, ces hégémons, ces grands États nantis, puissants, qui pensent que c'est à eux d'orienter la vie planétaire, d'autant plus qu'ils ont les moyens militaires, politiques, économiques, diplomatiques, ont fait du Grand Lac
une zone protégée, particulièrement pour les États-Unis d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne et la Belgique. Mais les États-Unis ont le dernier mot. C'est cette communauté internationale qui, tout au long de la guerre froide, avait donné les bâtons de commandement, les leviers aux Zaïre de Mobutu, pouvoir être les gendarmes de la région. C'est ainsi que vous remarquerez, de l'accession de Mobutu à son pouvoir jusqu'à la fin des années 90, la plupart des troubles et des changements qu'on a connus dans la région, Mobutu était impliqué soit directement, soit indirectement. Excusez-moi, pourquoi? Parce que on lui avait confié ce rôle de gendarme. Avec la fragilisation du régime zaïrois du maréchal Mobutu, l'on s'est dit qu'il fallait changer de pôle parce que les Zaïre de Mobutu n'étaient plus crédibles à cause des atrocités, à cause des bévures commises par son régime, par ses généraux et ainsi de suite. L'on a décidé de changer d'acteur. Et l'acteur qu'on a choisi, c'était le Rwanda. Faut rappeler ici aux gens qu'en 1996, avant de lancer cette opération qui va commencer par la prise d'Ouvira en 1996, je crois, au mois d'octobre ou au mois d'août, un bureau de commandement américain a été établi à Kigali pour coordonner. Ce qui signifie, pour que le Rwanda ait l'avantage sur la République démocratique du Congo pendant 30 ans, il a fallu la bénédiction des États-Unis d'Amérique. C'est comme ça qu'il ne faudrait pas voir le Rwanda comme un simple arbre. Il faut le voir comme étant l'arbre qui cache la forêt. Parce que derrière le Rwanda, il y a les intérêts des États-Unis d'Amérique et beaucoup d'autres multinationales. Ok? Ces structures sorcières qui sont prêtes à répandre le sang pour le lucre, ok, pour faire travailler leurs capitaux. Lorsque Mouzé arrive au pouvoir, il décide de tourner Kazakh et de se rhabiller en nationaliste. Les Américains ne l'ont pas laissé. On l'a éliminé. Maintenant, croire que aller vers les États-Unis d'Amérique va résoudre les vrais problèmes pourrait nous amener à n'avoir que nos propres larmes pour pleurer. Pourquoi je l'ai dit? Parce que nous ne devons pas minimiser le parrainage des États-Unis d'Amérique dans ce conflit. Pour preuve, nous avons voulu faire un deal, échange de minerais contre sécurité. Nous donnons aux États-Unis d'Amérique les minerais et ils nous donnent la sécurité. Mais je ne sais par quelle magie les États-Unis décident de faire venir le Rwanda à la table de négociation. Ce qui signifie quelque part que les États-Unis peuvent ne plus aimer Kagame. Mais les États-Unis n'ont pas encore trouvé un partenaire fiable au niveau de la région qui puisse jouer le rôle que le Rwanda est en train de jouer aujourd'hui, que les Zaïre de Mobutu a joué hier. Pourquoi? Parce que nous nous présentons en état victime et non pas en un état capable de prendre nous-mêmes la commande et de dire faites-nous confiance, nous allons réguler les choses au niveau de la région pour être le gendarme de la région. Malheureusement, nous ne voulons pas faire preuve de grandeur. Non, parce que nous ne voulons pas faire preuve de grandeur parce que nous croyons séduire le monde par nos misères, par notre faiblesse, notre narratif de plainte, de victimisation peut amener la communauté internationale à nous donner ce que nous leur demandons, mais à jamais nous donner ce dont il nous faut. Qu'est-ce qu'il nous faut? C'est un État fort. Qu'est-ce qu'il nous faut? C'est un État au centre de l'Afrique disposant d'un dispositif sécuritaire pensé par lui-même qui sécurise à la fois ses frontières, mais aussi sa population. Et pour cela, ce n'est pas à un autre État de venir faire ce travail. C'est à nous-mêmes de faire ce travail-là. Et pour faire ce travail-là, il faudrait transcender nos débats politiciens. Il faudrait penser stratégie et non pas continuer à débattre autour de l'actualité. Parce que l'actualité a pour mandat de passer. Mais un État doit survivre. Or, la survie d'un État ne veut pas être laissée entre les mains des gens qui ne réfléchissent que pour leur poste, qui ne réfléchissent que pour leur villa ou pour quelle voiture ils vont rouler. Parce que les États, en tant qu'êtres vivants, ils peuvent naître, passer par des péripéties et même mourir. Donc la République démocratique du Congo ne va pas faire exception.
parle plus loin de chez nous ici, nous avons vu ce que le Soudan est devenu. Nous avons aujourd'hui l'habitude de nous dire, comme pour nous consoler, nous dire, on ne va pas, le Congo ne sera pas balkanisé. Mais attention, ces refrains pourraient devenir obsolètes. Obsolètes dans la mesure où on peut ne pas balkaniser le Congo, mais la somaliser. On peut ne pas le somaliser, pardon, ou encore le libaniser. Qu'est-ce que cela signifie? Il n'y a pas partition. On vous laisse dans votre territoire tel qu'est hérité, dans vos limites territoriales tel qu'est hérité de la conférence de Berlin, mais seulement à l'intérieur, la substance qui fait de vous un État a été diluée. Donc vous devenez un non-État dans un État entre guillemets. Et ceci aura le même méfait qu'une balkanisation parce que nous serons un État ouvert pour quiconque voudrait venir, piller et partir. Voyez-vous? Et pour éviter cela, nous devons penser un État puissant. Mais comment penser un État puissant? C'est la question qui taraude de l'esprit, c'est la question qui fait débat. Comment aujourd'hui la RDC, qu'est-ce que la RDC doit faire aujourd'hui pour devenir un État puissant? Mais madame, ce qu'est un État puissant, c'est un État qui impose sa volonté et qui ne subit pas celle des autres. C'est ça un État puissant. C'est quoi un État puissant? C'est un État qui a l'autonomie de sa survie. C'est-à-dire quoi? Un État qui est souverain même du point de vue alimentaire. C'est un État qui ne dépense plus 3 milliards de dollars pour importer les produits de nécessité, alors qu'il dispose de plus de 120 millions d'hectares de terres arables. Un État puissant, c'est cet État disposant d'une armée professionnelle, technologique, une armée républicaine. Et la montée en puissance des FARDC, c'est un mythe? Non, madame, je ne dirais pas que c'est un mythe, mais moi en tant que technicien, moi en tant que tacticien, je peux vous dire que je n'ai pas besoin, je ne lis pas ces classements, parce que ça va faire plus de 6 ans qu'on vous dit que la RDC est 8e, face à un pays qui lui est 32e. Mais c'est le 32e État qui parvient à agresser et à mettre à genoux le 8e. C'est pour dire que si vous voulez vous consoler, vous allez vous référer à ces classements. Mais pour un homme ou une femme qui prétend être intelligent, il n'a pas besoin de lire les statistiques. OK? Il n'a pas besoin de recourir à ces classements. Il doit être factuel, sur terrain. Comment se comportent les armées congolaises? Voyez-vous? Déjà, vous apprenez. On ne parlait pas de FARDC de manière isolée. C'est toujours FARDC ou Wazalendo. FARDC ou Wazalendo. Ce qui suppose certains observateurs, analystes, ce qui suppose que certains analystes peuvent se poser la question. Qui est-ce qui récupère les territoires des mains des rebelles du M23? Est-ce le FARDC ou le Wazalendo? Avec la mort du porte-parole militaire des rebelles de la FC-123, est-ce que aujourd'hui c'est une petite victoire pour l'armée congolaise et les Wazalendo? C'est une démonstration de force. Et ici, il faut féliciter le FARDC qui ont réussi à frapper là où ça fait mal. Parce que en frappant ce porte-parole, certainement avec beaucoup d'autres de ses collègues, on a réussi à frapper le centre de commandement ou de coordination militaire c'est pas anodin, c'est pas peu de choses. Voyez-vous, c'est pas peu de choses, c'est quand même une prouesse parce que un tel coup n'a pas été infligé aux rebelles du M23 depuis leur début. OK? Et même pour le M23 de version passée, on n'avait pas eu à frapper le commandement comme on l'a fait aujourd'hui. Ça, c'est une avancée. Je dirais même que c'est une victoire. Mais maintenant, il faille se poser 2-3 questions pour que cet exploit ne soit pas isolé. Pour le rendre faudrait le capitaliser. OK? Déjà, ça redonne à la population un regain d'espoir pour dire que, on peut frapper, on peut toucher. Et ça crée aussi une terreur dans les camps de l'ennemi. La première question qu'il faudrait se poser, de quel serait l'avenir des négociations au niveau de Doha? Parce que
des parties en conflit ne peuvent pas s'asseoir pour négocier si l'aspect ou le facteur confiance a été... Si l'AFC accuse le gouvernement de violation de cessez-le-feu, les deux parties s'accusent mutuellement de violation de cessez-le-feu. Aujourd'hui, quel est l'avenir de Doha finalement? On se pose la question de savoir est-ce que les négociations vont se poursuivre? Qu'est-ce qui va se passer maintenant que... Bon, comme je disais tantôt, madame, il y a ce que j'ai appelé la régionalisation ou même l'internationalisation. Si je peux exagérer de ces conflits, ce qui se fait sur le sort, l'issue de ces conflits ne dépendra pas que du gouvernement congolais et du rebelle du M23. Nous sommes pris en étau par des puissances, c'est-à-dire la communauté internationale que vous aimez bien. Je rappelle que vous êtes aussi écrivain et dans l'une de vos récentes œuvres intitulée La RDC entre puissance et déni de puissance pour une politique étrangère d'intelligence. Que veut dire exactement cette phrase? Est-ce que vous pensez que la RDC ne se rend pas finalement compte de sa grandeur dans la géopolitique? Au regard des différents coups que la RDC a subis, différentes exploitations, agressions, lorsqu'on scripte de près l'état dans lequel il se trouve, on ne peut que conclure en disant que la RDC n'a pas compris ce que les autres attendaient de lui. La RDC n'a pas défini son rôle, le rôle qu'elle devait jouer au niveau de la région, au niveau du continent. Ce qui fait que cette absence de lecture géopolitique, le fait de ne pas revendiquer le rôle partant de sa géostratégie, la RDC est plus vue comme un enjeu en lieu et place d'être aussi un acteur dans le jeu. C'est-à-dire, la RDC est perçue par les autres comme un théâtre d'affrontement. Aujourd'hui, la Chine, les États-Unis d'Amérique avec la Chine, simplement parce que la RDC persiste dans ce que je disais tantôt, dans cette géopolitique de l'intendance. Nous sommes un pays solution, mais la bonne question, c'est solution de qui? Solution pour quel problème? Nous sommes en pleine transition énergétique. Nous sommes en train de basculer vers de nouvelles énergies. Et il s'est fait que la RDC soit détentrice de ces ressources, le cobalt, le lithium et autres. Ces ressources qui sont quasi indispensables dans cette transition énergétique. Et tous les États qui voudraient s'affirmer comme étant puissance du futur auront besoin de ces ressources. Mais comment est-ce qu'ils l'auront? Est-ce qu'ils l'auront en échange de quelque chose? Est-ce qu'ils l'auront parce que nous, la RDC, nous allons leur donner cela à l'état brut? Ou bien nous allons décider, cette fois-ci, de nous assumer et de jouir pleinement des ressources qui sont les nôtres en mettant en place une intelligence économique qui nous permet non pas seulement d'identifier ces ressources, mais aussi de les extraire avec nos moyens, de les transformer, de les faire jouir à la population et d'exporter le surplus pour que nous nous affichons enfin sur l'arène internationale comme étant un État émergent. Du point de vue sécuritaire, on ne peut pas être un pays aux dimensions continentales comme la RDC et de ne pas avoir une véritable politique qui met en place un dispositif sécuritaire capable de surveiller les frontières que nous partageons avec 9 autres États. Et rappelez-vous, madame, ici que ces 9 autres États sont des États malades. Ce sont des États qui, dans leur histoire, ont fait face à des velléités. Ils ont été victimes de coups d'État. Il y a une instabilité politique et même sécuritaire qui règne dans la plupart de ces États. Pour ne plus vivre l'exportation d'un conflit comme c'est le cas du conflit rwandais, parce qu'il ne faut pas oublier que quand les FPR viennent sur le sol congolais, ils ont dit qu'ils poursuivaient les Interahamwe et les FDLR.
Donc, ce qui signifie que les 30 ans de crise que nous traversons, et qui a causé autant de décès et de dégâts matériels, c'est l'exportation d'un conflit chez le voisin. Donc, ce qui signifie que le Congo vit avec la possibilité de vivre, de subir l'exportation de 8 autres conflits avec ses voisins. D'où, pour un État comme celui-là, il faut partir de cette doctrine. La guerre, c'est la règle, la paix, c'est l'exception. C'est-à-dire devenir un État guerrier, sans être un État vent en guerre. Devenir un État qui pense sa sécurité. Or, lorsqu'on parle de la sécurité d'un État, il n'y a pas que l'armée comme instrument. Il y a avant tout ce qu'on appelle la communauté de renseignement, ou les services d'intelligence, pas de renseignement, mais les services d'intelligence, qui, au-delà de traquer les opposants, depuis l'époque du maréchal Mobutu, devrait plutôt faire preuve de sa capacité à accoucher des idées, des stratégies qui puissent aider le Congo à compétir avec des États tels que l'Éthiopie, le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte, parce que ce sont, et le Maroc, ce sont là ces 5 États qui naturellement devaient être perçus par le Congo comme état des États concurrents, et non pas le Rwanda, non pas l'Ouganda. Parce que dans le conflit entre l'Ouganda, le Rwanda et le Congo, le plus grand ou le plus puissant ne paraît pas être le Congo. C'est le Rwanda. C'est l'image de David et Goliath. On a un Goliath géant, mais on supprime le courage de David. On apprécie le sang-froid de David. Donc, ce qui signifie quelque part que ce conflit avec le Rwanda tourne très souvent à l'avantage du Rwanda, c'est-à-dire, on peut facilement échapper aux aboiements d'un chien et se laisser piquer par un moustique qui, lui, peut vous rendre malade, qui peut vous injecter la malaria. Les États se comportent comme ça. Voyez-vous? Donc, mettre en place ces dispositifs sécuritaires qui tiennent en compte de nos communautés de renseignement, pilotés par des experts, madame, s'il vous plaît, par des professionnels, par des gens qui n'ont pas de passions partisans, par des gens qui servent sous l'autorité des dirigeants politiques, mais qui travaillent pour le renforcement de l'image du Congo, pour étouffer dans l'œuf toutes sortes de menaces internes et externes. Cette élite que vous voulez évoquer, madame, elle doit elle-même être répensée parce que elle n'est pas artisan de la solution, mais elle est devenue elle-même un problème. Parce que notre élite est en inadéquation avec le rôle que doit jouer l'élite dans un pays. Pourquoi? Parce que la colonisation, les différentes dictatures qu'on a connues, ont fait de l'élite des atalakou en cravate, des chercheurs d'emploi, mais aussi ont fait des élites de supposés opposants, parce que une véritable élite porteuse de lumière ne fait pas l'apologie du régime politique, mais fait plutôt l'apologie du bon sens. Ça c'est fort. L'élite ne fait pas l'apologie d'un régime politique. Non. Il fait l'apologie du bon sens. Il travaille pour le bien-être en communauté. Ainsi, les régimes politiques se servent de l'élite comme une lampe pour lui permettre de pouvoir juger quelle action est bonne à entreprendre et quoi ne pas faire. D'où il faudrait que cette élite se dépolitise pour que sa voix porte. La dépolitisation de celle de l'élite. Mais cette dépolitisation devient un recours extrême parce que cette élite, quelque part, surtout universitaire, se voit clochardisée. Et par instinct de survie, elle est obligée
de faire main basse. Elle est obligée de mendier auprès du politique. Et le plus grand perdant, c'est qui? C'est la République tout entière qui perd. Elle perd quand bien même certains de ses filles et ses fils s'enrichissent, deviennent forts. Mais la République, elle, du jour au jour, ne fait que se fragiliser. Nous n'avons pas encore réussi, madame, à penser le Congo de manière apolitique. Il faudrait d'abord commencer par penser le Congo de manière apolitique pour donner aux politiques un cahier de charges, pour donner aux politiques une feuille de route. Mais est-ce que ces politiques accepteront ou mettront en œuvre ce cahier de charges? S'ils sont hommes d'État, c'est d'ailleurs eux qui vont pousser les savants, l'intellectuel, à se retirer pour dire, pensez-nous un peu l'avenir du Congo. Parce que en 2060, nous allons fêter notre centenaire. Dans quel état serons-nous? Est-ce que nous serons dans le périmètre hérité de la conférence de Berlin, ou bien nous deviendrons des républiquettes après un probable morcellement? Est-ce que nous allons fêter ces centenaires en continuant à dépenser des milliards pour importer à manger lorsqu'on a une flore, une faune, une terre arable? Est-ce que nous allons continuer à faire les choses comme nous le faisons aujourd'hui, avec un programme scolaire en inadéquation avec les réalités de notre société? S'affaiblir signifie devenir vulnérable. Vulnérable aux maladies à la fois exogènes, mais aussi endogènes qu'on peut développer par soi-même. D'où les défis auxquels fait face la RDC aujourd'hui demandent de la froideur. Parce que le militantisme qui a remplacé le patriotisme est aussi à la base de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Le militantisme. Militantisme, c'est-à-dire le Congolais aime le Congo partant de qui dirige le Congo. Un Congolais qui a soutenu le Congolais hier peut aujourd'hui s'ériger en véritable rebelle et prendre même les armes parce que ce n'est plus son chef d'hier. Et pourtant hier c'est lui qui parlait du patriotisme. En réalité, nous n'avons pas suffisamment défini le concept du patriotisme, qui d'ailleurs partage la même racine avec patriarcat, patriarche, la patria. Ce militantisme aujourd'hui attire de gourmands parce que le Congolais moyen a compris que la meilleure façon pour lui d'avoir un poste, ce n'est pas d'avoir un diplôme, ce n'est pas d'avoir une expertise, mais c'est d'adhérer dans un parti politique, d'être dans une plateforme ou un gros regroupement politique. Pourquoi? Parce que le recrutement s'est fait non pas dans le milieu savant, mais c'est fait plutôt dans les milieux militants. C'est-à-dire la méritocratie n'est pas mise en avant. Parce que nous ne voulons pas être cet État intelligent. Ceux qui se battent contre nous ne nous attaquent pas parce que c'est l'UDPS ou le PPRD ou je ne sais quel autre parti. Si je ne peux citer que c'est là, UNC, consort. Quand ils viennent nous attaquer, ils nous attaquent en tant qu'État congolais. C'est maintenant une erreur grave pour nous qui sommes en interne de nous définir d'abord en tant que parti au lieu de nous définir en tant que patrie. Parce que ce n'est pas le combat d'un parti, c'est le combat d'une patrie. Ce n'est pas aux militants de se battre, c'est aux citoyens de se battre. Or, pour que les citoyens parviennent à s'approprier de ces combats, il faudrait que l'acteur politique comprenne qu'un militant se battra pour le régime. Un citoyen se battra pour la patrie. Il y a de la noblesse dans la défense de la patrie. Et la défense du parti est un petit combat. Un petit combat parce que ce ne sont que nos intérêts à nous, aussi longtemps que c'est nous qui dirigeons. Parce que c'est pas normal que quand on n'est plus au pouvoir,
on devient moins patriotique. C'est aussi parce que nous n'avons pas réussi à faire du Congo une patrie qui séduit. Parce que le patriotisme, c'est quoi? C'est aussi la réponse à la séduction que je subis de la patrie. Il faudrait que la patrie me séduise, que la patrie me pousse à la placer en priorité dans tout ce que je fais, dans tout ce que je pense. Donc, face à tous ces défis, madame, il est important de repenser nos motivations, mais avant tout, définir qui voulons-nous être comme État. Quel rôle voulons-nous jouer? Le problème, c'est de tout ramener à la crise sécuritaire, oubliant que généralement les crises sécuritaires sont symptomatiques d'autres crises. Cher pasteur, je vais maintenant vous poser une question en tant que tel, puisque vous êtes pasteur aujourd'hui. Est-ce que vous pensez... C'est un verset biblique? Non. Est-ce que vous pensez que l'Église... Alors là, je ne répondrai pas en tant que pasteur, je répondrai en tant qu'homme d'église, mais aussi en tant que citoyen intellectuel congolais. Voilà. Est-ce que vous pensez que l'Église, en général, joue un rôle majeur dans cette crise que traverse le pays? Cette crise perdure parce que personne n'a joué le rôle. Les politiques n'ont pas joué leur rôle, les universités n'ont pas joué leur rôle, l'Église n'a pas joué son rôle, les médias n'ont pas joué leur rôle. Au fait, le Congo se voit un malade alité depuis 30 ans. Ceux qui viennent de temps en temps lui rendre visite, ils viennent comme pour signer une présence. Okay. Mais personne n'apporte une solution. C'est un malade qui n'est pas pris en charge, ni par l'hôpital, moins encore par la famille. Simplement parce que tout le monde a démissionné de sa mission, tout le monde a démissionné de son rôle. Si l'Église avait joué son rôle, je pense que le Congolais serait mieux que ce qu'il est aujourd'hui. Si les politiciens avaient joué leur rôle, nous ne serons pas aussi ces objets de moquerie que nous sommes aujourd'hui. Personne n'a joué son rôle. Nous avons tous démissionné. C'est là où il faut penser à la refondation de l'État congolais. Les rôles n'ont pas été suffisamment n'ont pas été clairement définis et personne n'a joué son rôle. Personne. Et pour finir, aimer son pays est une recommandation divine, vous aimez bien le dire. Oui. Est-ce que vous pensez que nous les Congolais, nous aimons réellement ce pays? Est-ce que vous pensez que nous nous apprivoisons de notre État? Vous rencontrez une femme qui vend des bananes en se promenant dans les avenues de la Gombe. Elle est enceinte, 7 mois, 8 mois, habillée, à moitié habillée, pas parce qu'elle veut exhiber son corps, mais parce qu'elle n'a pas de beaux habits. Et vous apprenez que le monsieur qui passe au volant d'une Jeep 4x4, d'un véhicule 4x4, c'est son mari. Et vous posez la question s'il aime sa femme. Non, lui poser la question serait une mauvaise formulation, une mauvaise méthode. Regardez plutôt la femme et vous direz s'il aime sa femme. Regardez le Congo et vous direz si nous aimons le Congo. Nous n'aimons pas le Congo. Quand vous regardez Kinshasa, Kinshasa est l'une des villes les plus sales aujourd'hui. J'ai, par la grâce de Dieu, fait plusieurs villes africaines, européennes, américaines, asiatiques. Je peux vous dire que la saleté de Kinshasa me pousse de temps en temps à me poser la question si nous sommes encore humains. En fait, la saleté de Kinshasa ne questionne plus la gouvernance, questionne maintenant notre humanité, si nous sommes encore humains. Et le fait qu'il y ait ces statu quo dans la saleté, j'ai dit, en concluant, Kinshasa n'est pas sale. C'est nous qui sommes intellectuellement et spirituellement sales. Est-ce que nous apprivoisons? Non, nous n'avons pas réussi à apprivoiser ces Congos. Nous n'avons pas réussi à domestiquer ce que Dieu nous a donné. En tant que pasteur, homme d'église, est-ce que vous prêchez la propriété à vos fidèles? Madame, je vais vous donner une réponse qui risquerait de vous décevoir. J'étais dans une réunion de pasteurs où un collègue pasteur a demandé à ce qu'on fasse cette
campagne-là, je dis je suis pour qu'on fasse cette campagne. Mais ce n'est pas à nous de prendre l'initiative. Pourquoi? Je vais être factuel. Il ne faut pas donner l'impression aux Congolais, aux Kinois, que Kinshasa est sale parce que ils salissent Kinshasa. Nous sommes responsables de cette saleté. J'ai dit tantôt que nous sommes sales. Mais la première personne, la première instance à accuser, ce sont ceux qui ont la gestion de la ville de Kinshasa. Ils ont des moyens. Ne pensez pas que le Sud-Africain est plus propre que les Kinois. Ça pourrait paraître une contradiction par rapport à ce que je disais ici. Maintenant, je ne suis pas dans cet état de saleté que nous-mêmes nous sommes devenus, mais je suis maintenant au niveau de la responsabilisation, dans la chaîne des responsabilités. On peut beau prêcher, mais que c'est au gouvernant. Parce que les mêmes Congolais, quand ils vont ailleurs, ils se soumettent aux règles des autres villes. Ils ne jettent pas partout. Parce que l'État doit comprendre qu'il n'y a aucun peuple qui vient au monde éduqué. On met des mesures, soit pédagogiques ou coercitives, qui imposent à la population de se conformer ou de se comporter d'une certaine manière. Nous pouvons le faire, mais en aval, pas en amont. Nous pouvons le faire pour accompagner les efforts du gouvernement. Mais si le gouvernement lui-même ne se gêne pas de rouler, les gouvernants, de rouler sur le boulevard du 30 juin, Kitambo magasin, madame, c'est le carrefour le plus rapproché de la résidence du président de la République. Normalement, en temps normal, le gouvernement provincial devrait inviter, pour ne pas dire convoquer, inviter le gouverneur. Mais pareille chose n'a jamais été faite. C'est là où j'ai dit que Kinshasa n'est pas malade. C'est nous qui sommes malades. Professeur, docteur, pasteur Silas Mimile Makangu, c'était un plaisir de vous avoir et merci d'avoir répondu à toutes nos questions. J'espère que ce n'est pas la dernière fois que vous venez. Non, je ne dirais pas la dernière fois. Merci beaucoup, c'est le tout premier numéro, je vous l'ai dit. En tout cas, ça a été... D'entrée de jeu, est-ce que vous avez un mot à nous dire? Je savais, je connais votre pertinence. Je connais la lecture panoramique que vous faites de la situation géopolitique du pays. Donc, je me disais, je vais y aller, je serai dans de bonnes mains. Et je suis très content, je dis bon vent à ici et maintenant. Merci beaucoup, cher pasteur. Merci à tous nos téléspectateurs. Cette émission sera disponible sur nos plateformes qui sont affichées au bas de vos écrans. Merci à toute l'équipe technique. On se retrouve très très vite et prenez soin de vous. Au revoir.